Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Tout au long de nos séances de cette année, il nous en reste seulement 3. Cela me rend déjà un peu nostalgique, d'autant plus que l'année prochaine sera pour moi une année sabbatique de suspension de l'enseignement. Tout au long de cette année, nous avons traité le corps comme une image, une matrice de mots. En faisant ainsi, nous lui avons fait le plus grand tort. Il faut l'admettre, celui de le désincarner, pour le suivre en revanche dans ses métamorphoses linguistiques. Nous l'avons appréhendé comme support de métaphores, notamment de 2 genres. Métaphores incarnées ou corporelles. Incarnées si elles ont une base sensorimotrice, par exemple quand les juristes parlent de transfert de propriété et nous nous figurons les droits comme des objets qui bougent. Ce sont en revanche des métaphores corporelles quand elles sont pour origine l'image que nous avons de notre propre corps ou du corps d'autrui. Par exemple, lorsque les juristes disent caput, tête, ou manus, main, pour désigner l'existence d'un sujet de droit ou pour nommer un pouvoir. Une seule fois, lors de nos séances, le corps est entré en scène, en chair et en os. Mais c'était au pire moment, sous la forme du corps du débiteur défaillant, mis en pièces par les créanciers dans le cadre de la mainmise manus injectio. Encore pire, nous avons appris par saint Ambroise la pratique de s'en prendre au cadavre des débiteurs, servant de moyen de chantage pour faire pression sur les héritiers afin qu'ils remboursent le prêt à usure que le défunt n'avait pas pu restituer. Nous avons rencontré donc le corps humain dans sa réalité physique, c'est vrai, et pourtant il était réduit à l'état de pur objet. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation juridique dans laquelle le corps humain semble reprendre un rôle un peu plus confortable, qui lui convient mieux. Il est l'interface avec laquelle nous agissons dans la réalité qui nous entoure pour produire des effets dans le monde du droit. Commençons par un constat fondamental. Dans le discours des juristes, le corps accède à un rôle plus digne lorsqu'il n'est pas seul, mais qu'il est pris en compte avec l'esprit. Corps et esprit donc, c'est-à-dire l'être humain dans sa plénitude. Pour les anciens, il n'est fait aucun doute qu'il s'agit là de 2 composantes essentielles de l'être humain. Dans la deuxième moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, le poète Lucilius, le génial père de la poésie satirique latine, le dit de façon lapidaire. En principe, tous les philosophes naturels disent que l'homme est fait d'une âme et d'un corps. Il s'agit, on le voit, d'un acquis que nous définirions comme scientifique, bien entendu, par rapport à la science telle que les anciens la concevaient. Un autre poète, Pacuvius, précédant Lucilius d'une génération, écrit dans une de ses tragédies « La mer, c'est la terre. Elle enfante le corps et l'air y joint l'âme. » Disons-le, mis à part les représentations qu'on peut en avoir, ce binôme constitutif représente une idée spontanée. Chacun d'entre nous sent qu'il est son propre corps, mais qu'il n'est pas seulement cela. Les difficultés commencent lorsqu'on tourne le regard en soi-même pour comprendre en quoi consiste cette nature qui n'est pas seulement charnelle.
C'est la difficulté, le mystère évoqué merveilleusement par Socrate, rappelé par Plutarque dans son discours contre l'épicurien Colotès. Que suis-je? Mon être est-il incomposé, un mélange d'âme et de corps, ou plutôt n'est-il qu'une âme qui conduit le corps, comme un écuyer qui gouverne un cheval n'est pas un composé de cheval et d'homme? Chacun de nous est-il cette faculté principale de l'âme qui nous fait comprendre, raisonner et agir? Les autres parties de l'âme ne sont-elles que les instruments de cette faculté, ou bien n'y a-t-il absolument point d'âme, et n'est-ce que l'organisation du corps même qui est la faculté de vivre et de comprendre? Les réponses que les anciens ont données à ces inquiétudes ont été nombreuses, surtout pour essayer de percer le secret de la partie la plus insaisissable du couple, l'âme. Un mot que les latins articulaient au masculin et au féminin. L'une de ces réponses que je vous propose est celle de Lucrèce, dans son poème sur la nature. En premier lieu, dit Lucrèce, je dis que l'esprit ou la pensée, comme on l'appelle souvent, dans lequel réside le conseil et le gouvernement de la vie, est partie de l'homme non moins que la main, les pieds et les yeux sont partie de l'ensemble de l'être vivant. Donc, une conception physique, corporelle, matérielle. Or, je dis, poursuit Lucrèce, que l'esprit, animus au masculin, et l'âme, anima, se tiennent étroitement unis et constituent d'eux-mêmes une seule nature. Mais ce qui est la tête, pour ainsi dire, et qui domine dans tout le corps, c'est ce conseil que nous appelons esprit et pensée, animus et mens, donc l'animus. Et celui-ci a son siège fixé au milieu de la poitrine. C'est là que s'agitent l'inquiétude et la peur, c'est cette région que la joie nous fait palpiter doucement, c'est donc là que résident la pensée et l'esprit. L'autre partie de l'ensemble, l'âme, anima au féminin, est dispersée dans le corps, elle obéit et se meut au signe de tête et sous l'impulsion de l'esprit, de l'animus. Ainsi pour Lucrèce, la partie spirituelle de l'homme est elle-même corporelle, matérielle, et se divise en deux parties, l'une rationnelle, qu'il appelle animus, située au centre de la poitrine, l'autre sensible, anima, répartie dans les membres. Remarquez le vocabulaire politique, on recommence par la première partie du texte de Lucrèce que nous venons de lire, qui est truffé d'un vocabulaire politique, parce que le poète, pour décrire la partie rationnelle, l'animus, en parle comme du concilium et regimen, conseil et instance dirigeante, c'est-à-dire qu'il identifie au Sénat, qu'il identifie l'animus, la partie rationnelle de l'être humain, au Sénat de Rome, ayant son siège au centre de la poitrine, tout comme le Sénat a son siège au Forum, au centre de la ville. Alors, c'est intéressant parce que si vous suivez, le parcours, on a d'abord le corps en tant qu'organisme qui sert de métaphore pour décrire le corps politique. Ensuite, le corps politique sert à Lucrèce pour décrire le corps en tant que mélange de corps et de âme. Donc, il y a un retour de l'idée du corps en passant par la métaphore du corps politique. Quant à la distinction entre partie rationnelle et partie sensible,
animus anima. Un autre poète la désigne de façon encore plus efficace, définitive, c'est Accius, qui dit sapimus animo fruimur anima. Donc, ce poète démêle le sens de l'opposition paronymique animus anima, jouant sur la différence des genres entre les deux concepts. Il propose de voir dans le masculin animus le principe pensant, sapimus, nous connaissons, et dans le féminin anima, le principe vital. L'anima est le lieu de la sensation et peut être assimilé à l'allogone, c'est-à-dire en grec ce qui est privé de parole. Elle représente à nous ce qui appartient à l'ordre physique en dehors du langage. Le logikon, au contraire, qui correspondrait à l'animus réputé dominant, représente le langage, donc la pensée. L'opposition suggérée est celle d'une pensée expressive capable de dominer les corps muets en lui conférant l'entendement. Il s'agit pourtant de deux composantes indissociables. Animus et anima renvoyant à l'idée de souffle, le mot grec anemos signifiant le vent, d'un souffle qui pénètre la corporéité et définit donc la dimension de l'intériorité. Dimension de l'intériorité. Et c'est cette pénétration à l'intérieur qui constitue l'aspect anthropologiquement le plus important, car nous aussi, nous parlons spontanément d'inspiration à propos de la genèse intérieure d'une image ou d'un concept. Alors, l'un des moments où nous percevons avec le plus d'acuité la relation indissoluble qui lie les corps et l'élément spirituel est celui où l'émotion se manifeste par des symptômes physiques. Perce, donc, à l'extérieur, nous submerge. Et qui mieux que Sappho a su dépeindre cette union? Il me semble égal au Dieu, celui qui est assis en face de toi et tout près, écoute ton rire doux et ton aimable voix, ce qui me bouleverse le cœur dans la poitrine. En effet, dès que je te vois, je ne puis plus parler. Ma langue se brise, un feu subtil se répand sous ma peau. Mes yeux ne voient plus, une sueur froide s'écoule, un tremblement me saisit toute, je suis plus verte que l'herbe, et il me semble que je manque de peu de mourir. Mais quand on n'a plus rien, il faut tout endurer, tout oser. Il y a cette duplicité de signification dans le mot pantolmaton, et j'aime les deux. Je laisse l'auteur du traité sur le sublime, probablement écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, de commenter ces vers que nous venons de lire. N'admirez-vous point comment Sappho ramasse toutes ces choses, l'âme, le corps, l'ouïe, la langue, la vue, la couleur, comme si c'était autant de personnes différentes et prêtes à expirer. Voyez de combien de mouvements contraires elle est agitée, elle gèle, elle brûle, elle est folle, elle est sage, ou elle est entièrement hors d'elle-même, ou elle va mourir. En un mot, on dirait qu'elle n'est pas éprise d'une simple passion, mais que son âme est un rendez-vous de toutes les passions, et c'est en effet ce qui arrive à ceux qui aiment. Un rendez-vous de passion. Pazon synodos, donc associés entre elles par des relations d'opposition, chaud-froid, folie-raison, et justement, corps-âme. Nous voilà revenus donc à notre couple, au bout des éléments que nous avons évoqués, rien d'étonnant que les juristes romains aussi étaient bien conscients de cette bipartition.
Mais nous savons bien que tous ceux qui entrent dans le monde du droit en sortent transformés. Essayons donc de comprendre plus précisément l'approche des juristes. Une remarque, d'abord. Les juristes utilisent presque exclusivement le mot animus au masculin, c'est-à-dire la partie rationnelle, le logikon, l'esprit. Ils n'utilisent que 3 fois le féminin, anima, le lieu de la sensation, et 2 fois sur 3 pour désigner ce qui en est dépourvu, à savoir les choses inanimées comme une maison, par opposition aux animaux. Ainsi, anima au féminin, l'âme, a pour les juristes le sens basique de souffle de vie. Ce n'est pas un élément qui entre dans leur raisonnement concernant les êtres humains. C'est en revanche dans les normes des impérieurs chrétiens que ce mot anima, presque absent des livres des juristes, revient plus fréquemment. Il s'agit pour les impérieurs désormais de l'âme au sens chrétien du terme. Il s'agit donc d'un cas où la religion entraîne un changement de vocabulaire dans le droit romain. Alors, revenons à nos juristes. Pour eux aussi, le couple constitutif de l'homme est animus et corpus, et animus désigne la partie rationnelle de l'être humain, le lieu de sa pensée, sa volonté. Alors, il y a des moments où ces 2 éléments entrent en jeu juridique. Voyons comment ils les articulent. Le premier cas, d'où perce leur conception anthropologique, est un délit appelé corruption d'esclaves. Corrompere, corrompre, dans un sens figuré comme ici, signifie gâter, détériorer physiquement, moralement. Servum corrumpere indique en somme l'action d'altérer un esclave en le rendant pire, notamment s'il est poussé à accomplir une action répréhensible. Poussé à accomplir une action répréhensible. Alors, comme cette corruption passée par la persuasion opérée par un tiers sur l'esclave, il est évident qu'elle concernait en tout premier lieu l'animus, l'esprit de l'esclave, et de façon seulement indirecte son corps. Nous pouvons lire quelques exemples de corruption de l'esprit de l'esclave qui sont évoqués par Ulpien. On se rend coupable, donc il regarde l'affaire du point de vue du coupable, de celui qui convainc l'esclave de commettre une action répréhensible. On se rend coupable de ce délit quand quelqu'un a persuadé un esclave de porter injure à autrui, de commettre un vol, de s'enfuir, d'embrouiller, c'est une traduction peut-être un peu inattendue, mais aussi le mot latin intricaret, donc c'est l'idée d'une confusion pour tricher, disons, dans son pécule, son petit patrimoine que son maître lui a accordé. Donc, on l'a persuadé d'embrouiller son pécule, d'être débauché, oisif, flâneur, adonné à des mauvais arts, d'être trop attaché ou exalté au spectacle. Alors, on peut lire aussi cette liste comme une sorte d'étiquette du bon esclave, mais ce que je trouve franchement effrayant, c'est ce qu'on lit dans le texte de Gaius. Il dit « On corrompt l'animus de l'esclave aussi si on l'a persuadé de dédaigner son maître. » Alors, nous comprenons par ce propos que, au fond, punir la corruption de l'esclave n'a autre but que d'assumer
d'assurer que l'esclave soit docile aux ordres de son maître. C'est ça l'objectif. L'animus de l'esclave est protégé de la corruption en tant qu'il demeure un animus d'un esclave. La condition juridique de la personne refaçonne donc son esprit. Si une personne est un esclave, son esprit aussi doit adhérer à cette situation juridique. Venons-en à un autre dispositif, celui mis en place par les magistrats qui surveillent les ventes au marché, les édiles, où la relation entre esprit et corps est presque inversée par rapport au cas de la corruption de l'esclave. Alors, il faut savoir que lorsque la vente concerne un esclave, les édiles donnent à l'acheteur la faculté de le restituer si des vices ou des maladies apparaissent après coup et que le vendeur n'avait pas déclaré au moment de la vente. Alors, il est vrai que pour que le vice et maladie soient considérés comme rédhibitoires, cet adjectif français dérive directement de cette disposition de l'édit des édiles, donc pour que le vice et les maladies soient considérés comme rédhibitoires, il doit s'agir de défauts corporels qui rendent l'esclave moins apte ou même complètement inapte au travail. Il faut néanmoins ajouter que les édiles ont considéré comme rédhibitoire aussi le fait que l'esclave soit voué à la fugue ou à l'errance, qu'il est enclin à s'enfuir. Il s'agit manifestement de deux caractéristiques liées à l'animus, donc non pas au corps, mais bien que touchant l'esprit, la volonté de l'esclave, et non son corps, la tendance à s'enfuir, mais bien évidemment à risque, voire supprime la présence physique chez le maître. Donc, lorsque l'esclave s'éloigne, il n'est plus disponible pour le travail dont on souhaiterait le charger. C'est comme si dans ce cas, le vice de l'animus faisait disparaître le corps. Les édiles, par contre, ne se préoccupent pas des traits de caractère de l'esclave qui peuvent certes affecter sa plus ou moins grande docilité aux ordres du maître, ce qui était pris en compte par la corruption de l'esclave, mais qui, s'ils affectent la docilité, ne rendent pas l'esclave complètement inutile. Donc, les édiles se contentent de sanctionner le silence du vendeur sur les caractéristiques physiques de l'esclave ou même sur sa tendance à la fugue qui détermine en principe sa perte totale d'utilité. Et pourquoi cette différente option, point de vue, perspective par rapport à la corruption de l'esclave? Parce qu'il ne faut jamais oublier que nous nous trouvons dans des contextes juridiques, alors dans un contexte juridique et dans le système juridique, dans deux contextes différents, où il y a des intérêts qui sont protégés, qui sont différents. Donc, dans ce cas, c'est une protection qui concerne les ventes. La vente, c'est un échange entre un objet et un prix. Et donc, c'est cet équilibre qu'il faut assurer. Et en ce sens, la sanction conçue par les édiles est parfaitement équilibrée. Ils permettent, dans ce cas, à l'acheteur de restituer l'esclave et de récupérer le prix payé, car c'est un peu comme si cet esclave n'existait plus pour l'acheteur. Et logique implacable qui réduit une fois de plus l'esclave à son attitude au travail. Les deux cas examinés
ont permis d'une part, je l'espère, de confirmer un fait fondamental, à savoir que lorsque les juristes évoquent le binôme du corps et de l'esprit, ils considèrent l'être humain dans sa réalité indissociablement constitué de la composante corporelle et de la composante psychique. D'autre part, nous avons appris que même dans ce cas, les juristes abordent la réalité physique et psychique de l'homme en la soumettant et en la sujettissant aux fins pratiques poursuivies par les droits, ce qui fait que leur configuration peut changer. Nous avons vu deux cas concernant les esclaves. Dans l'un, celui du délit de corruption, l'accent est mis sur l'esprit, dans la mesure où il faut assurer la docilité de l'esclave aux ordres du maître, éviter qu'un tiers n'ait une mauvaise influence sur lui. Dans l'autre cas, où l'esclave constitue l'objet d'un contrat de vente, l'accent est plutôt mis sur les corps, c'est-à-dire sur les défauts physiques qui rendent l'esclave incapable de travailler, ou sur les vices radicaux de son esprit, comme la tendance à la fuite, qui le rendrait absolument indisponible pour le maître. Si l'esclave, en tant qu'objet, disparaît, d'une certaine façon, à cause de ses défauts, le contrat de vente perd aussi son objet et doit être dissous. L'esclave qui finalement ne remplit pas les caractéristiques propres à un esclave sera restitué au vendeur et son prix à l'acheteur. Mais c'est surtout dans le domaine de la possession que les juristes romains ont insisté sur la dualité du corps et de l'esprit. Là encore, force est de constater que la nature de l'homme est déconstruite sous le prisme du droit. Et je vous promets, cette deuxième partie va être particulièrement compliquée. Mais je sais que vous êtes ici un corps et surtout une âme, même pas un esprit, mais une âme. Commençons par rappeler ce qu'est la possession en latin. Alors, l'étymologie du mot possessio ne présente pas de difficulté. Elle est transparente et aussi parlante. Le mot se compose de la racine pot, que nous retrouvons par exemple dans le mot potestas, ou puissance, ou dans le verbe posse, pouvoir, qui exprime l'idée d'un pouvoir, et l'autre composante, c'est le verbe sedeo, qui évoque l'idée d'une installation sur un territoire, tout comme s'asseoir. C'est dans ce sens que Labéon, juriste de l'époque d'Auguste, propose cette définition étymologique. Je parle de définition étymologique quand quelqu'un définit un mot à partir de, disons, du côté glottologique, de l'étymologie. Possessio appellata est, donc vous voyez, c'est le côté vraiment de la forme du mot. La possession tire son nom, comme le dit aussi Labéon, du mot sedes, siège, presque comme s'il s'agissait du mot position. Alors là, vous voyez un peu la façon de procéder des juristes romains. Donc, ce n'est pas vraiment une étymologie fidèle. Oui, probablement, pour ce qui concerne le terme sedes, qu'il a évoqué au début, mais ensuite, il fait une sorte de jeu de prestige, il change un peu le mot qu'il est en train de définir, ça devient de possessio, ça devient positio. Position. Presque parce que, poursuit Labéon, la possession est naturellement tenue par celui qui s'y installe. Les Grecs l'appellent katoké, occupation. Alors, l'idée de possession est donc celle d'une relation physique, matérielle avec une chose. Et c'est pourquoi, même dans ce texte, on parle de possession naturelle.
Donc il y a un élément matériel, physique, réel. Dans sa forme la plus pure, archétypique, la possession consiste à se positionner, positio, sur un terrain. Le possesseur, pourrait-on dire, est celui qui tient un lieu en se tenant dans ce lieu. La possession comporte ainsi une forte composante corporelle dont les anciens étaient conscients. En ce sens, le corps du possesseur était l'interface avec laquelle il se rapportait au monde et produisait des effets juridiques. Mais comme l'être humain est constitué d'un corps et d'un esprit, de sorte que la construction, par conséquent, la construction de la possession est également traitée sous le prisme de cette dualité anthropologique. Nous n'aborderons que quelques aspects, car la matière est l'une des plus complexes et des plus discutées de tout le droit romain. Nous avons l'avantage de pouvoir l'examiner sous l'angle de notre sujet spécifique, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les problèmes et tous les aspects, mais peut-être aussi avec la chance de mettre en évidence certains aspects qui n'ont pas été pleinement éclairés jusqu'à présent. Alors, commençons par rapporter une règle générale qui concerne le moment de l'acquisition de la possession. Car il faut vraiment garder à l'esprit que lorsqu'on examine la possession, il faut prendre en considération le moment de la possession, le moment de l'acquisition ou le moment où l'on garde la possession ou on la perd. Donc au moins 3 moments dans la vie, dans le développement de ce que nous appelons possession. Donc nous commençons par le moment de l'acquisition. Nous acquérons la possession, nous dit Paul, par le corps, corpore au l'ablatif, et par l'esprit, animus, animo, et non par l'esprit à lui seul ou par le corps à lui seul. Donc, pour acquérir la possession, il faut que cette possession soit acquise par le corps et par l'esprit. C'est une règle cruciale, on va le voir, parce qu'elle va revenir plusieurs fois. Elle ajoute à l'élément du contrôle physique celui de l'intention de posséder. Alors, ce propos de Paul peut être considéré comme un développement et un enrichissement par rapport à l'idée plus matérialiste que nous avions vu véhiculer par le mot possession lui-même, examiné, analysé par Labéon, entendu comme insistance sur un lieu. Il s'agit, oui, d'une insistance sur un lieu, mais avec l'intention de garder ce lieu pour soi. On voit donc déjà les juristes profiter en quelque sorte du binôme corps-esprit pour mieux préciser la figure juridique de la possession, notamment par rapport au moment de l'acquisition de la possession. Ce qui leur permet en quelque sorte de distinguer ce qui intègre une véritable possession de toute autre forme moins stable de positionnement sur un terrain. Paul poursuit en apportant une précision remarquable, à savoir qu'aucun élément n'est suffisant pour acquérir la possession indépendamment de l'autre, ni le corps, ni l'esprit. Les deux sont nécessaires, aucun n'est suffisant. Il s'agit en quelque sorte d'une projection de l'unité inséparable de l'être humain sur l'inséparabilité des composantes juridiques de la possession. Je suis sûr que vous avez à l'esprit ce que Lucrèce nous avait dit, et je vous montre un autre passage de son poème.
qui ne décrit pas la possession, mais l'être humain lui-même. Il nous dit « On ne voit pas que chacun puisse suffire à lui-même sans le secours de l'autre et que le corps ou l'esprit soit capable de sentir isolément. » Et il rajoute, Lucrèce, une similitude parlante, j'aime bien, « Ainsi, au grain d'encens, on ne saurait arracher leur odeur sans détruire en même temps leur substance. De même, la substance de l'esprit et de l'âme ne saurait être abstraite du corps entier sans que tout l'ensemble se désagrège. » Donc, vraiment, c'est la figure de l'indissociabilité du corps et de l'esprit. Donc, vous voyez que c'est la même perspective du juriste. Alors, suivons maintenant quelques développements de la pensée des juristes, en commençant précisément par la suite du passage de Paul. Donc, on vient de lire ce premier passage en blanc, maintenant nous poursuivons notre lecture. Des deux éléments constitutifs de la possession, c'est le corps qui est tout d'abord mentionné et précisé par Paul, donc après avoir énoncé cette règle générale qu'il est nécessaire qu'il y ait les deux éléments au moment de l'acquisition. Ensuite, il commente de façon plus précise l'un des deux éléments, et c'est le corps par lequel il commence, de manière presque pédante, dirions-nous à première vue. Alors, lisons ce qu'il dit. Quand nous disons, c'est-à-dire quand nous avons dit, alors, par rapport à ce que nous venons de dire, donc il est en train de commenter le propos qui ouvre ce passage. Donc, voyons qu'est-ce que Paul nous dit. Quand nous disons qu'on acquiert la possession par le corps et l'esprit, il ne faut pas croire, cependant, que celui qui veut prendre possession d'un fonds doive marcher et fouler chaque motte de terre. Il suffit qu'il rentre dans une partie quelconque de ce fonds, pourvu qu'il le fasse avec cet esprit, avec cette intention de vouloir posséder le fonds tout entier jusqu'à ses limites. Alors, à première vue, comme je l'avais dit, ce propos de Paul ont l'air d'être la réaction du juriste qui craint que la définition qu'il vient de donner, de la règle qu'il vient de donner, soit déformée, dénaturée. Les juristes savent bien que les définitions doivent être opérationnelles et non des pièges verbaux bons pour ceux qui veulent tordre le droit à leur fin. Mais en réalité, la précision apportée par Paul est toute sauf anodine. Elle renferme toute la logique profonde de la figure juridique de la possession. On y retrouve la fonction que les juristes donnent au lien esprit-corps. Ces deux éléments se complètent. C'est ça ce qui est important. Ils se complètent. L'un va là où l'autre ne peut pas aller. La possession est d'abord une maîtrise physique, certes, elle se fait à travers le corps, mais bien sûr, personne ne peut véritablement occuper chaque particule, chaque motte de terre s'il s'agit d'un fond. C'est là que l'intention, l'esprit, vient à la rescousse pour compléter ce que le corps ne peut pas atteindre, en l'occurrence, entrer dans n'importe quel endroit du fond, puis embrasser son périmètre avec l'esprit, avec la volonté de tout garder pour soi. En ce sens, l'esprit, l'animus, arrive là où le corps ne peut pas. Donc la composante corporelle et physique commence à être, pour ainsi dire, spiritualisée. Examinons quelques conséquences spécifiques. Comment acquiert-on la possession? Les juristes se sont souvent interrogés sur les modes d'acquisition de la possession, les modalités. On a déjà vu quelque chose dans le passage de Paul.
Parce qu'il parle du fait qu'on ne peut pas vraiment saisir physiquement le fond tout entier. Donc c'est là où l'esprit vient compléter ce que le corps ne peut pas à lui seul. Mais on va voir, disons, des cas de figure un peu plus compliqués. Alors, on sait qu'en principe, au moment de l'acquisition de la possession, il doit y avoir les deux aspects. C'est la règle que nous venons de voir dans le texte de Paul. Donc, c'est le point de départ. C'est la théorie. Lorsqu'on est confronté à la pratique, les choses sont un peu plus difficiles et variées. Par exemple, en ce qui concerne la nature des choses à prendre en possession, peut-être trop grandes ou trop nombreuses pour être matériellement appréhendées. On a déjà vu un exemple dans le cas de Paul, dans le passage de Paul. Et donc, c'est là que les juristes jouent astucieusement sur la complémentarité des deux catégories anthropologiques du corps et de l'esprit, et pour ce faire, sur le plan du langage, ils recourent à des métaphores. Alors, Javolenus Priscus est d'avis que si j'ordonne au vendeur de livrer à mon procureur la chose que je lui ai achetée et qui est si présente, la tradition est censée m'en être faite. Il ajoute qu'il en est de même si j'ordonne à mon débiteur de payer à un autre la somme qu'il me doit. Car, dit Javolenus Priscus, il n'est pas nécessaire de prendre possession en touchant effectivement la chose, il suffit de s'en saisir des yeux et de l'intention. On en voit une preuve, dit ce juriste, dans les choses qui, à cause de leur grandeur et de leur poids, ne peuvent pas être facilement transportées comme des colonnes. Car il est certain qu'on les considère comme livrées, on en fait la traditio, la livraison, livrée, dès que les parties ont consenti à la présence de la chose elle-même, et les vins sont censés livrer quand on a donné les clefs du cellier à l'acheteur. Alors, c'est un texte qui n'appelle pas d'interprétation particulière, c'est assez clair. Alors, comme souvent, il y a ici un double mouvement, on peut le percer, saisir. Dans la pensée du juriste, le cas présente au début le cas de figure de la tradition, il porte sur la tradition, la remise à mon représentant, à mon procureur. Donc, j'achète quelque chose, mais je demande au vendeur de livrer cette chose à mon procureur. Alors, en effet, comment peut-on dire à la rigueur que j'ai matériellement pris possession de la chose si c'est un autre qui l'a reçue? Donc, livraison en procureur. Comment peut-on dire que moi, j'ai saisi par mon corps la chose, livrée à mon procureur? Alors, l'important, dit le juriste, c'est que la chose soit là, sous mes yeux. Et il confirme la solution qu'il propose pour ce premier cas par un autre cas dont la solution allait désormais de soi. Donc, quand il y a ce double mouvement, souvent, il y a un cas qui est plus problématique dont on demande la solution au juriste. Et donc, il propose la solution en s'appuyant sur un autre cas qui avait déjà été résolu. Et donc, il propose de confirmer la solution qu'il vient proposer par rapport à un autre cas. Si on me tend une chose trop grande pour que je la saisisse, mais qu'elle est là présente, il suffit que je la regarde. Et les juristes, n'est-il pas en train de mobiliser la métaphore que nous avons déjà rencontrée
presque au début de notre année de cours, regarder, c'est toucher. Les juristes, il s'agit de Javelinus Priscus, qui fut consul en 86 après Jésus-Christ, dit expressément que la chose s'est saisie avec les yeux. Alors, réfléchissons encore un instant. Cela signifie que les juristes ont complètement supprimé l'exigence d'une appréhension corporelle par le corps et que tout est devenu mental, seulement esprit. Pas vraiment, car les juristes sont toujours fidèles au principe et nous savons que la règle veut qu'il doit y avoir les deux, qui sont indissociables. On l'a vu au départ. La règle posée par Paul, il faut qu'il y ait l'appréhension par le corps, mais aussi la volonté de tenir la chose, de la garder pour soi, et l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Donc, est-ce qu'il y a ici une transgression de cette règle? Pas vraiment. On peut voir dans un autre passage du même juriste Javelinus, qui doit avoir beaucoup réfléchi sur matière de possession. Alors, l'argent que tu me dois, ou une autre chose quelconque, si je te charge de la poser sous mes yeux, il arrive que tu sois aussitôt libéré de ta dette et que cet objet commence à être de ma propriété. En effet, puisque la possession de cette chose n'est retenue corporellement par aucun autre, on considère qu'elle m'est acquise et m'avoir été livrée en quelque sorte de longue main. Alors, il s'agit d'un texte célèbre du même juriste dont l'opinion était relatée par Paul, et c'est un texte qui contient une véritable métaphore. En droit romain, la propriété de l'argent, c'est le point de départ, l'implicite très simple, saisir. En droit romain, la propriété de l'argent, d'autres choses qui, comme l'argent, ne nécessitaient pas d'acte solennel tel la mancipatio que nous avons évoqué à propos du transfert de la propriété dans la séance de la semaine dernière. Donc, les choses qui ne nécessitent pas pour leur transfert d'un acte solennel, comme la mancipatio, s'acquièrent par la tradition, la remise, le passage d'une main à l'autre. Alors, supposons que pour une raison quelconque, cet échange de main à main n'ait pas lieu, mais que je dise simplement posez cette chose-là, s'il vous plaît, où je peux la voir sous mes yeux. Pouvons-nous considérer que la tradition, la remise, est effectuée? Alors, les juristes répondent par l'affirmative, même si dans ce cas il n'y a pas eu passage de main à main, et nous n'avons pas matériellement pris possession de l'objet. Donc, il n'y a pas une possession qui a été appréhendée par le corps. Nous devrions alors dire que la chose est acquise uniquement par l'esprit. Oui, mais nous savons que la règle générale demande qu'il y ait les deux, le corps et l'esprit. Et les juristes, donc, inventent une métaphore, notamment, il faut donner cette métaphore à Javelinus. Ils disent que le transfert a eu lieu longa manu, comme si mes yeux étaient une main qui se tendait pour prendre la chose d'une certaine manière. Ainsi faisant, tout n'est pas réduit à l'esprit, il y a donc aussi l'aspect corporel, métaphorique. Alors, une configuration dans laquelle ce travail de transformation apparaît bien est celle de l'acquisition et la conservation de la possession par le biais d'intermédiaires, de tiers.
Le droit s'autorise dans ce cas à dissocier le corps et l'esprit et on arrive à recomposer en quelque sorte un homme fait du corps de l'un et de l'esprit de l'autre. D'ailleurs, dit Paul, nous pouvons posséder par notre esprit, mais par le corps d'autrui, comme nous avons dit par un colon ou un esclave. Alors, ce premier cas, celui d'un paysan, d'un colon qui a loué notre terre ou de l'esclave qui la cultive pour nous. Donc le premier cas porté par Paul, c'est celui d'un colon qui cultive notre fonds, et donc on peut considérer que nous possédons ce fonds, même si nous ne sommes pas sur place, par les biais du corps de notre colon ou de notre esclave. Le corps leur appartient, c'est eux qui insistent sur la chose matériellement. La nôtre, en revanche, c'est la volonté d'avoir le fonds à notre possession et de le faire précisément par l'intermédiaire physique d'autrui. Comme je savais déjà qu'à ce moment-là, vous auriez dit, ça commence à être un peu compliqué. Alors donc, j'ai prévu quelque chose. Alors, vous voyez le fond en bleu, et nous avons les deux composantes. Dans ce cas, nous avons l'esprit qui nous appartient, nous sommes le propriétaire qui a loué le fonds, et nous avons la partie matérielle qui est, disons, assurée par le colon ou l'esclave. Donc, la possession se fait avec les deux éléments, mais ce sont deux éléments qui sont dissociés ou, si vous voulez, qui sont réassociés dans une figure qui est faite de l'esprit d'une personne et du corps de l'autre. Alors, nous allons revenir au texte que nous venons de lire, donc on va le rencontrer, mais maintenant nous essayons de raisonner à partir de ce cas en nous posant cette question: que se passe-t-il si les colons décèdent, s'ils meurent? Est-ce que moi, le bailleur, je perds la possession du bien? Alors, on avait vu qu'il y avait cette dissociation, donc moi, en tant que bailleur, je possédais, grâce à mon esprit, à ma volonté, mais le corps était assuré par le colon. Et si le colon ou l'esclave meurt, que se passe-t-il? Donc c'est une bonne question, j'imagine que ce n'est pas facile à y répondre. Alors, c'est Africanus qui répond, et je suis sûr que vous vous souvenez que Africanus est le protagoniste du dialogue avec le philosophe Favorinus à l'extérieur du palais impérial, lorsqu'ils attendaient avec Olugel pouvoir entrer pour saluer l'empereur Hadrien. Donc nous avons vu Africanus faire une discussion autour de la raison d'être des 12 tables, et maintenant nous le voyons au travail technique. Si, par exemple, dit-il, un colon à travers lequel le propriétaire agricole possède vient à mourir, on accepte que, pour des raisons d'utilité pratique, la possession soit conservée et maintenue à travers le colon. Pour des raisons d'utilité pratique. On va y revenir brièvement. À sa mort, il ne faut pas considérer que la possession soit interrompue à l'instant, elle ne l'est qu'au moment que le propriétaire bailleur a négligé de s'en saisir.
conclut, on va y revenir, ne serait pas de même si les colons abandonnaient volontairement la possession. Alors, si l'on s'en tenait à la règle, que nous connaissons très bien, nous devrions dire que le colon étant mort, l'une des deux composantes de la possession, le corps, a cessé et la possession est donc perdue. Mais cela produirait des inconvénients considérables, même des injustices, d'autant plus que dans une société où il n'était pas si facile de recevoir des nouvelles ou de voyager, le propriétaire agricole du domaine pouvait ignorer pendant longtemps que son colon était mort et entre-temps, il aurait perdu sa possession dont n'importe qui aurait pu légitimement s'emparer. C'est pourquoi Africanus dit « pour des raisons d'utilité pratique ». Vous voyez que parfois les juristes s'éloignent un peu de la règle stricte, de la logique, de la conclusion où le principe qu'eux-mêmes ont posé les amènerait. Alors, j'insiste toujours, surtout par rapport à la façon dont aujourd'hui on raisonne sur les droits, mais aussi par rapport à la façon dont les juristes du Moyen Âge raisonnaient à leur tour sur les textes des juristes romains, que les juristes romains avaient une logique vraiment très linéaire. Mais quelquefois, ils s'apercevaient que suivre jusqu'au bout cette logique linéaire aurait amené à des injustices. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils soulignent qu'ils s'en éloignent pour, par exemple, comme ici, pour des raisons d'utilité pratique. Donc vous voyez qu'ils s'éloignent, mais ils donnent une explication, une justification. Ce qui est, à mon sens, disons, en signe, en plus du fait qu'ils ont vraiment un contrôle de leur raisonnement et comprennent où la logique les amènerait et, s'il faut, s'en éloigner. Donc, c'est un peu la représentation de ce que je viens de dire à propos du texte d'Africanus. Il a donc été décidé que l'on considérait que les propriétaires agricoles du domaine, nous, continuaient à garder la possession, il en avait la volonté, par les biais, disons, de ce corps, d'un corps, d'une personne qui était décédée. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Que la possession du fonds, dans ce cas, n'est maintenue que par l'animus, on l'a vu, la tête, l'animus, bien sûr, de bailleur, et cela ressort bien de la dernière remarque que j'ai soulignée de Africanus, qui dit qu'au contraire, si les colonnes n'étaient pas décédées, mais avaient décidé de partir, le bailleur aurait perdu immédiatement la possession. Et pourquoi? Parce que dans ce cas, d'une certaine manière, la volonté de partir du colon entre en conflit avec la volonté du bailleur de conserver la terre et l'annule. Donc il y a un conflit sur le même plan de la volonté. Dans ce cas, on peut dire qu'il y a perte du corps, car le colon abandonne le domaine, mais aussi il y a une perte de l'animus, car sa volonté de partir entre en conflit avec la volonté du bailleur éloigné. En revanche, dans la mort, il n'y a pas de volonté de quitter le fond, et donc la mort du corps ne crée pas de conflit et d'interférence de volonté. Alors, d'un autre point de vue, c'est comme si l'on disait que la possession matérielle est nécessaire au moment de l'acquisition de la possession, mais
que si elle est ensuite perdue, elle peut être remplacée par le seul animus. Alors, je vous avais dit qu'on allait revenir, c'est vraiment la conclusion aussi de notre séance d'aujourd'hui, on allait revenir au texte de Paul d'où nous étions partis, et donc il aborde un deuxième cas de figure, différent du premier et tout aussi simple. Un esclave dispose d'un petit ensemble de biens que son maître lui a donné, appelé pécule. Et c'est de ça que Paul s'intéresse dans cette deuxième partie. Nous ne devons pas non plus nous étonner de posséder certaines choses, même sans le savoir, c'est-à-dire celles que les esclaves se sont procurées à titre de pécule. En effet, on considère que nous les possédons par le biais de leur esprit et de leur corps. Donc, nous avons ce pécule, ce petit ensemble, pécule, c'est un diminutif de pecunia, une petite pécune, pecunia, un petit somme d'argent, un petit ensemble de biens. L'esclave peut faire des affaires avec ce pécule. Il se peut qu'il obtienne quelque chose, par exemple un cheval ou même un fonds. Bien entendu, il n'est pas tenu de rendre compte au maître de tout ce qu'il fait. Le maître ne sait donc pas que l'esclave a physiquement acquis de ses propres mains un certain bien, le cheval ou le fonds que j'ai mentionné. Alors, Paul note que le maître en a quand même la possession, ce qui revient à dire que les deux éléments, même s'il ignorait, donc le bien a été acquis physiquement par l'esclave, et le maître ignorait même cette acquisition de la possession. Donc il n'y avait pas animus de la part du maître. Ce qui revient à dire que les deux éléments, le corps et l'esprit, sont ceux de l'esclave. Mais les possesseurs, elle est le maître. Donc, c'est comme ces deux éléments appartenaient au maître. En résumé, dans le premier cas abordé ici, le colon prête au possesseur son corps. Dans ce deuxième cas, l'esclave lui prête tout. Nous avons ici une appropriation par le maître du corps et de l'esprit de l'esclave. Les choses possédées par l'esclave, c'est comme si le maître le possédait. L'esclave disparaît, ces deux éléments qui font son humanité ne sont plus à lui pour le droit. Il n'est qu'un avatar de son maître. Au fond, cela n'est pas très éloigné de ce que nous avions vu à propos de la corruption de l'esclave et de la vente d'esclaves défectueux. L'identité physique et psychique de l'esclave est absorbée, confisquée pour l'assujettir à son propriétaire. Ça, c'est la logique d'un droit esclavagiste. Concluons. Les juristes, comme tout un chacun, philosophes ou hommes de la rue, étaient conscients du dualisme constitutif de l'homme, du corps et de l'âme, pour mieux dire corps, esprit et âme. Ils ont utilisé ce dualisme dans divers contextes, la corruption de l'esclave, la vente d'esclaves au marché, la possession, mais dans tous ces cas, la donnée anthropologique est déconstruite et reconstruite selon les besoins du droit et retissée grâce à un fil qui passe sans cesse par le langage, donc par les métaphores aussi. On entend parfois dire que le droit se réduit à des formules, au légalisme, et qu'il a besoin d'être revitalisé par l'anthropologie. Il me semble nécessaire de comprendre que le droit s'empare parfois de l'anthropologie, il l'utilise, tout comme il se nourrit de littérature, de rhétorique, de philosophie, et les renouvelle comme ingrédients d'un discours spécifique
que les historiens du droit ont le devoir d'analyser. L'homme entre dans le droit corps et âme, il en sort transformé. Merci.